Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. L'Union des magistrats du Sénégal attend son nouveau président. L'Assemblée générale élective s'est ouverte ce matin à Saly. Occasion aussi pour les membres de l'UMS de se pencher sur les défis de leur corporation, même si les avancées sont notées ces dernières années. Oblige le marché du mouton à la côte, même si ce n'est pas encore le grand rush à Dakar. Dans les forêts à l'intérieur du pays, l'activité s'intensifie. Nous ferons le point au marché hebdomadaire de Linguère et aux forêts de Missira Waden à Koungheul, qui sont aussi des zones de transit. Convoyeurs et défanqués sont à pied d'œuvre pour approvisionner le marché. La Tabaski fait aussi penser aux belles tenues et pourquoi ne pas revisiter le traditionnel boubou brodé à la main. Même si le business est devenu un luxe, les tenues confectionnées se conservent longtemps, tout comme la tradition de cet art. C'est l'objet de la rubrique Ateliers et comptoirs. En sport afro-basket Bamako 2017, le Sénégal affronte pour sa deuxième sortie le Mozambique ce soir à 20h45. Deux équipes qui se connaissent bien, le rappel de leur confrontation dans cette édition. Nous irons aussi à Bamako pour juger l'état d'esprit des Lions à quelques minutes de la partie. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Je le disais en titre, l'Assemblée générale de l'Union des magistrats du Sénégal se tient depuis ce matin à Saly. Outre l'élection de son nouveau président, la structure se penche sur les défis qui s'opposent à leur profession. De nombreuses avancées ont été enregistrées ces dernières années relatives à leurs conditions de travail, notamment à l'accès des magistrats à la haute hiérarchie. C'est un compte-rendu de René Massiga-Diouf. Entre les acquis professionnels, l'état de satisfaction des doléances et les chantiers de la justice, l'Assemblée générale des magistrats du Sénégal a inscrit plusieurs points à l'ordre du jour. La prise en charge des questions sociales sur fond d'attribution de 220 logements par l'État à des magistrats demandeurs, l'amélioration des conditions de travail sont entre autres acquis notés. L'une des plus grandes avancées étant l'accès d'une soixantaine de magistrats à la hors hiérarchie. Aujourd'hui, les magistrats ont un statut qui leur donne vraiment des garanties sur tous les plans. Et une des mesures phares, c'est évidemment la hors hiérarchie, l'atteinte de la hors hiérarchie alors, de 21 à 18 ans. 61 magistrats ont pu accéder à la hors hiérarchie, ce qui est une mesure extraordinaire. C'est une avancée historique. La première idée qu'elle met en exergue, c'est d'inviter les magistrats à assumer leur indépendance, à travailler en toute indépendance et en toute impartialité, sans considération de personne ni d'intérêt. C'est ça la viatique, c'est ça le credo de l'UMS et c'est à cela nous invite notre statut. L'indépendance de la justice est habituellement la question centrale dans les assemblées générales de l'UMS. Celle-ci a enregistré la présence de toute la famille de la justice. Elle a servi de cadre pour magnifier les acquis, notamment sociaux. Dans ce registre, l'État a fait immensément d'efforts destinés à la modernisation des outils de travail. Les mesures que le président a eu à prendre qui confortent les revenus des magistrats, la défiscalisation de l'indemnité du judicature, la défiscalisation de l'indemnité de logement et toutes ces mesures combinées avec l'octroi de terrain à près de 220 magistrats montrent que le président de la République, Macky Sall, a mis les magistrats dans des conditions pour exercer le travail. À la fin des travaux, un nouveau président de la structure sera élu. Le président sortant est candidat à sa propre succession sous les applaudissements nourris de l'Assemblée. Ousmane Diak, magistrat à la retraite, a eu la reconnaissance méritée de ses jeunes frères pour le rôle actif qu'il joue dans le fonctionnement de l'UMS. La situation est revenue à la normale à l'hôpital Philippe Maguilène Senghor de Yoff après les inondations causées par les pluies de vendredi. Le service de radiologie a cependant enregistré des dégâts matériels. Le ministre délégué chargé de la restructuration et de la requalification des banlieues a effectué le déplacement pour faire le point. Aminata Mbengofal. Après les inondations causées par les fortes précipitations de ce vendredi à l'hôpital Philippe Maguilène Senghor, la situation est revenue à la normale. Sur place, un important dispositif d'évacuation des eaux a été mis en place. Le ministre délégué chargé de la restructuration et de la requalification des banlieues a effectué le déplacement pour s'enquérir de l'état de la structure. Philippe Maguilène Senghor faisait partie des points bas qui ont depuis des années
étaient frappés par des inondations. Mais depuis 2012, d'importants investissements ont été déjà mis en œuvre ici au niveau de Philippe Maguilène Senghor avec le canal qui a été déjà mis en œuvre. Mais la mise en place aussi d'un canal est assujettie un tout petit peu à un problème de dysfonctionnement parfois, que nos techniciens sont en train déjà d'ailleurs de vérifier le dysfonctionnement qui est survenu dans ce canal-là pour l'évacuation des eaux. Mais pour le moment, pour des mesures transitoires, nous avons sollicité aujourd'hui le dispositif des sapeurs-pompiers qui sera un dispositif permanent avec une motopompe de haut débit qui sera là en permanence pour permettre en tout cas d'épargner Philippe Maguilène Senghor de ces inondations qu'on a connues depuis des années. Ces dysfonctionnements du canal ont entraîné un refoulement des eaux vers une partie de l'hôpital. C'est vrai que le temps des inondations a été très court, mais un temps qui n'a pas empêché de causer quelques dégâts qui ont été notés aujourd'hui au niveau de Philippe Maguilène Senghor. Des dégâts qui sont plus enregistrés au service de radiologie de l'hôpital. L'imprimante, l'unité de mammographie, entre autres matériels, n'ont pas échappé à la furie des eaux. L'hôpital Philippe Senghor a été inondé la première fois le 30 juillet. La deuxième fois, c'était le samedi 12 passé et la pluie d'aujourd'hui. Ce qui a occasionné donc comme dégâts, comme vous le savez, beaucoup de dégâts, surtout au niveau du service de radiologie, où on a perdu beaucoup d'appareils, notamment l'appareil de mammographie, l'appareil d'échographie, l'appareil de la radiographie, avec les équipements qui vont avec, c'est-à-dire l'imprimante et aussi les autres appareils qui vont avec. À part ça, c'est les dégâts quand même au niveau de nos bureaux, où on a perdu beaucoup d'archives papier, beaucoup aussi d'équipements, notamment des registres et aussi d'autres matériels qu'on a perdus. Des dégâts qui auront certainement des conséquences au bon fonctionnement du service. Les mesures prises par les autorités vont certainement permettre d'éviter pareille situation. Suite à la sortie du livre blanc sur les manquements dans l'organisation des élections législatives du 30 juillet 2017, rédigé par la coalition gagnante Manko Wattu Sénégal, la direction générale des élections a tenu un point de presse pour apporter des éclairages de la concertation sur le processus électoral à l'organisation proprement dite. Tanor Tiendela Fall a apporté des réponses techniques, compte rendu Amadou Aramtiam. Un livre blanc de la coalition gagnante Manko Wattu Sénégal pour peindre les dérives électorales, le bras technique qu'est la Direction générale des élections ne peut laisser passer un tel acte sans apporter sa version des faits. Des éclairages d'abord sur les concertations. Nous voudrions préciser que le jeudi 23 février, donc postérieurement, le jeudi 23 février 2007, une réunion pour s'accorder sur le montant de la caution a été tenue pour justement en direction de ces élections fixées au 30 juillet. Une concertation qui est fixée par le code électoral. Le 9 juin 2016, donc postérieurement au référendum, à l'hôtel Ngordiarama, une autre rencontre d'échange a été tenue avec l'ensemble de la classe politique. Du 16 juin au mercredi 3 août, dans cette salle même, donc pendant 45 jours, le comité chargé, n'est-ce pas, de la revue du code électoral, avec l'ensemble de la classe politique, a examiné tous les points qui étaient inscrits à l'ordre du jour pour ce qui concerne les changements à apporter au nouveau code électoral. Des points de repère pour mesurer combien la concertation a été de mise dans le processus qui a mené aux législatives. Ensuite, sur la refonte du fichier électoral qui a été élucidé par le président de la République avant son adoption à l'Assemblée nationale. Cette refonte, quand même, qui a connu des difficultés au départ, a quand même connu un succès éclatant parce que à la fin nous avions eu une moisson de plus de 6 200 000 inscrits. Des précisions ont été aussi apportées sur la distribution des cartes d'électeurs. Nous reconnaissons les difficultés et nous avions, avec l'administration territoriale, apporté
les orientations qu'il fallait. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous pouvons nous réjouir de 80% de ces cartes qui ont été retirées. Pour le saccage qui y a été noté, le vote à Touba a figuré en bonne place dans les éclairages du directeur général des élections. Quand même, plus de 300 bureaux abris provisoires ont été remis en place. Pendant que le reste était en train d'être fait, eh bien, il y a eu des saccages. Plus de 147, je pense, bureaux ont été effectivement saccagés. Sur la question des opérations électorales à proprement parler, les retards notés dans la mise en place du matériel sont dus en grande partie par les orages enregistrés la veille. Prochainement, le ministre de l'Intérieur apportera sa version des faits de manière plus officielle. Hier, vendredi, le président de la République Macky Sall a pris part à Kigali à la cérémonie de prestation de serment de son homologue rwandais. Paul Kagame a été réélu au début de ce mois d'août avec plus donc de 98% des suffrages. Il brigue ainsi un troisième mandat de 7 ans et entend inscrire son action dans la continuité pour le développement de son pays. Une dizaine de chefs d'État africains ont assisté à son investiture. Aboubakry Kane. À Kigali, le président de la République a été accueilli par le ministre rwandais de l'économie et des finances. Le chef de l'État est venu prendre part à la cérémonie de prestation de serment de son homologue rwandais. Paul Kagame, réélu le 4 août dernier, avec plus de 98% des voix pour un troisième mandat. Au stade Amahoro de Kigali, les Rwandais se sont fortement mobilisés à l'occasion. Une cérémonie qui a vu également la présence de plusieurs chefs d'État africains, dont le président Macky Sall. Et c'est parce que le pays des 1000 collines et le Sénégal développent une relation de proximité. Le président Kagame, compte tenu des relations qui nous lient, mais aussi des relations diplomatiques entre le Rwanda et le Sénégal, méritait que je sois présent, surtout que nous avons eu une belle brochette de chefs d'État venus de l'ensemble du continent. Tout le monde était là, la communauté internationale a été bien représentée, puisque le Rwanda, vous savez, a une histoire particulière. Dans son allocution, le président Kagame a décliné son intention de travailler dans la continuité pour le développement de son pays. Il a par ailleurs rendu hommage à l'Afrique et entend justement renforcer sa coopération avec les pays africains. À la tête du Rwanda depuis 23 ans, Paul Kagame a tracé les grandes lignes de ce septennat: équité sociale, investissement dans la recherche et les nouvelles technologies sont entre autres au rang de ses priorités. C'est un pays aussi qui aujourd'hui est sur une bonne lancée, une lancée d'émergence, un pays qui a vraiment développé des politiques inclusives, des politiques d'émergence, le tout bâti sur les valeurs propres du peuple rwandais. Et nous avons aussi assisté à un défilé militaire, mais sobre mais extrêmement bien organisé, une population très disciplinée, et c'est tout cela aussi qui a été salué. Le président Macky Sall a par ailleurs invité le président Kagame à prendre part au prochain forum de Dakar sur la sécurité en Afrique. Le chef de l'État a également admiré le défilé des différentes compagnies militaires du Rwanda. Une ambiance des grands jours qui marque l'entrée en fonction de Paul Kagame pour les 7 prochaines années à la tête du pays des 1000 collines. Voilà, nous ouvrons à présent le chapitre Tabaski. Environ une dizaine de jours nous séparent de l'événement. Dans la région de Dakar, ce n'est pas encore le grand rush dans les forêts, mais les moutons commencent à arriver. Ils proviennent de toutes les localités du pays, et même des pays frontaliers. Nous faisons le point tout de suite avec Maman Moussagnan. Sur la route de la zone industrielle, le forail de Dalifort
Camions remorques, car rapide, 2 roues se bousculent. À côté, les troupeaux de moutons sont entassés ou alignés le long de la route goudronnée. Des moutons, il y en a. Ils proviennent de l'intérieur du Sénégal, notamment de la vallée du fleuve Sénégal et des pays frontaliers. C'est la frontière entre Podor et Mauritanie. Depuis combien de temps? Nous, on est venu, ça fait 3 jours. Hein. L'argent, il n'y en a pas. Nous, on a mis au moins 40 moutons, 50 moutons. Ça. Vous venez d'où? Au Mali. Serki de Yelimane. Et vous êtes là depuis combien de jours? On est là, ça fait 2 semaines. Visiblement, au forail de Dalifort, les moutons les plus en vue pour l'heure, ce sont ceux qui sont élevés à Dakar, avec des prix qui varient entre 300 et 700 000. Mais les clients se font désirer. L'année dernière, à la même période, il y avait ici beaucoup de moutons. Cette année, la situation est tout autre. C'est pourquoi les moutons sont chers. Au forail de Djamagen, c'est un désert plat qui nous accueille. Ici, les moutons ne sont pas encore sur place. L'équipe de gestion du forail est en train d'aménager le site pour de meilleures conditions d'accueil des troupeaux et des bergers. Nous sommes en train d'aménager le forail parce qu'il faut de l'électricité, de l'eau, de la sécurité. C'est pour permettre aux éleveurs d'être dans de bonnes conditions. Ils seront là dans 3 ou 4 jours. Le forail de la ville de Mamkoumbalamb, des troupeaux de moutons sont disponibles, mais le gros de la troupe est attendu. Nous avons espoir que les moutons vont bientôt arriver. Ils arrivent, c'est sûr qu'ils seront là. Alors, pourquoi l'arrivée de troupeaux de moutons à Dakar est retardée? Est-ce une stratégie ou une obligation? Des éleveurs tentent de répondre. Un bidon d'eau à 100 francs, un sac d'aliments de bétail à 3000 francs. Si tu le fais pendant 10 jours, les charges deviennent énormes. Et finalement, avant la tabaski, tu vas subir de lourdes pertes. Si les éleveurs viennent tôt, il y a beaucoup de charges supplémentaires et nous serons obligés d'augmenter les prix, ce que nous ne souhaitons pas. Ils viendront du Sénégal, du Mali, de la Mauritanie. Nous, les Mauritaniens, nous souhaitons avoir un parking spécial avec les conditions d'hébergement et de sécurité. Parfois, nos ressortissants viennent ici, mais n'ont pas de site d'hébergement. C'est pourquoi ils ne peuvent pas séjourner ici pendant 15 ou 20 jours. Dans 3 à 4 jours, les forails de Dakar devraient changer de visage. Une situation attendue impatiemment par Gorgorlou, qui guette encore l'apparition du mouton le plus abordable. Et c'est dans des plus grands marchés de moutons du pays. Le marché hebdomadaire de Linguère est la zone de convergence des Téfanqués chaque vendredi. En cette période de tabaski, l'activité s'intensifie. L'ambiance est décrite ici par notre reporter Ibrahim Ndong. Porté en triomphe, tel un jackpot. En cette période de tabaski, le mouton, la bête convoitée. Vendredi de marché hebdomadaire à Linguère. Une vue panoramique qui renseigne à suffisance sur l'ambiance des lieux. Il est le point de convergence des éleveurs du Jolof. J'ai amené avec moi 100 têtes de moutons avec plusieurs catégories, ce qui veut dire que les prix varient forcément. Ils sont compris entre 70, 80 jusqu'à 100 000 francs CFA. 70 mun nga am xar 70 soo yoree 80 mun nga am xar 80 mu ne soo amee xaru 100 mun nga am xaru 100 000. Ce marché a fini par ravir la vedette au marché de Daara Jolof. Une information que l'on tient des services du ministère de l'élevage. Le marché hebdomadaire va jusqu'à 30 000 moutons quelquefois. Est-ce qu'il y a vu avant la tabaski? Pour les petits ruminants pendant la tabaski, vraiment c'est Linguère. C'est Linguère. En fait, moi, je suis les statistiques depuis des années, mais au plan de l'approvisionnement en moutons, le marché de Linguère est beaucoup plus important en matière ruminant pendant la tabaski. Le marché de Linguère est un baromètre pour mesurer la production locale.
80% des moutons sont d'origine sénégalaise, ce qui en dit long sur la croissance de la production nationale. Ce marché, c'est un signe, un symbole par rapport à l'offre nationale. Donc tous les moutons que vous voyez ici, je veux dire les 80, ce sont des moutons d'ici. Et je crois que ça c'est extrêmement important. La production nationale de moutons est en nette croissance. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas enregistré de maladies donc, ayant décimé le cheptel. Donc depuis des années, du fait des campagnes de vaccination soutenues, nous avons limité les maladies. Grossistes, détaillants et revendeurs y trouvent leur compte. Ibradem. En plus d'être éleveur, l'homme s'active dans les opérations Tabaski. Voilà plus de 3 décennies qu'il évolue dans ce business. J'achète partout des moutons au Sénégal. En fait, j'anticipe sur l'achat des moutons. Et à l'approche de la Tabaski, je récupère tout pour les amener à Dakar. Wow. Je peux avoir entre 400 et 500 têtes. 400 têtes ou 500 têtes. À partir de ce marché, plusieurs localités sont desservies au niveau national, tout comme dans les pays limitrophes. Confirmation, ce car Ndiagandiaï s'apprête à prendre la direction de la Gambie. J'amène les moutons en territoire gambien. Pour l'occasion, le car est entièrement rempli. Grâce à Dieu, les choses commencent à bouger. Des milliers de têtes de moutons exclusivement dédiées à la fête de Tabaski. Une situation qui dissipe de plus en plus les craintes liées à l'approvisionnement du marché. Certes, le marchandage peut être difficile, mais on finit toujours par se tirer d'affaire. Ibrahim Ndong, même ambiance du côté de Missirah Wadène, c'est à Koungheul. Les moutons en provenance du Mali et de la Mauritanie y transitent. Les convoyeurs sont donc à pied d'œuvre pour bien approvisionner le marché national. Reportage Lamine Touré. Missirah Wadène, dans le département de Koungheul. Chaque jour, ce sont des dizaines de camions qui font escale ici. Ils proviennent pour l'essentiel du Mali et de la Mauritanie. Le temps de reprendre des forces avant d'embarquer pour Dakar. 35 camions remplis de moutons ont quitté Missirah aujourd'hui. Une destination privilégiée à la recherche d'une plus-value qui renseigne de l'opportunité du business. Sur place, à Missirah Wadène, le prix du mouton varie tout en restant accessible à toutes les bourses. Il y en a pour toutes les bourses. 40 000, 60 000, jusqu'à 300 000 francs CFA. Ce qui n'est pas de l'avis de certains Sénégalais. Les moutons sont chers. Et pourquoi cette cherté? Pour les convoyeurs mauritaniens, la raison de cette supposée hausse du prix s'explique. On loue les véhicules à 600 000. En plus, cette année, il n'y a pas assez d'herbes. Il faut entretenir les bêtes avant de les vendre. La Gambie est présente sur le marché de Missirah Wadène. De jeunes commerçants gambiens ont choisi de venir se ravitailler ici. 2 camions sont prêts à rallier Banjul à notre arrivée sur les lieux. Chaque année, nous achetons les moutons ici. Mais cette année, j'avoue que c'est cher. Et nous payons 400 000 pour convoyer les bêtes. Les camions arrivent et repartent aussitôt vers l'intérieur du pays. Pour le moment, pas de rupture. Et le marché de Missirah Wadène, l'un des plus grands sites de transit du pays, se porte bien. Nous restons dans le secteur de l'élevage pour parler du réseau national des éleveurs du Sénégal, le RENADES, qui a tenu sa première assemblée générale constitutive ce samedi à Dakar. 75 membres composent le bureau national dirigé par Omar Sow. Le RENADES se veut un cadre de dialogue et de partage. Tierno Diallo.
Créé en avril 2017, le réseau national des éleveurs du Sénégal, RENADES, se dote d'une équipe dirigeante. Le bureau national a été présenté en Assemblée générale et adopté par acclamation. Sa mission, servir de cadre unitaire pour les éleveurs du pays. Pour changer les choses positivement dans notre secteur, il fallait que les éleveurs s'impliquent et s'engagent plus qu'ils le font encore aujourd'hui. Le RENADES, par ma voix, est très réconforté par les encouragements reçus auprès de nos grandes familles religieuses. L'atteinte de nos objectifs passera par la poursuite de notre travail élançant pour le seul intérêt du développement de l'élevage et à notre créativité. Je salue donc vos efforts de solidarité, d'inclusion et d'unité dans l'action qui ont présidé aux préparatifs de l'Assemblée générale de ce matin. Et je pense que c'est un esprit à saluer. Vous avez, dites-vous, l'ambition de faciliter, je vous cite, les échanges entre acteurs de l'élevage et d'aider à la modernisation du secteur. À l'origine de la mise en place de ce bureau national du RENADES, la recherche de solutions pour le développement de l'élevage. Au Sénégal, 72 organisations professionnelles interviennent dans le secteur, un secteur traversé par plusieurs difficultés. La consommation en viande et en lait, les problèmes récurrents du vol de bétail et en ce moment l'autosuffisance en moutons de Tabaski. C'est dans ce cadre que des éleveurs venant de toutes les régions du Sénégal se sont réunis pour créer un réseau national. Ce réseau a pour objectif d'interconnecter tous les éleveurs du Sénégal. Le réseau national des éleveurs du Sénégal compte impulser une nouvelle dynamique unitaire des éleveurs pour un développement durable de l'élevage au Sénégal. Cette assemblée générale constitutive du RENADES a enregistré plus de 3000 participants. L'actualité internationale nous conduit au Togo et en Finlande. Démarrons d'abord par le Burkina Faso où le président de l'Assemblée nationale est décédé ce matin. Le récit de Fatimata Banelba. Au Burkina Faso, le président de l'Assemblée nationale, Salif Diallo, est décédé ce matin à Paris. Il était âgé de 60 ans. Le gouvernement burkinabé n'a pas précisé pour le moment les circonstances de son décès. Au Togo, une manifestation d'un parti de l'opposition a été violemment réprimée par la police ce matin. Un bilan non officiel fait état de nombreux blessés et de plusieurs morts dans différentes localités du pays. En Finlande, la police parle de meurtre terroriste après l'attaque de Turku. Un individu a poignardé à mort 2 personnes avant d'être blessé par balle et arrêté. 8 autres personnes ont également été blessées. La police a ouvert une enquête pour terrorisme. Le suspect est un Marocain de 18 ans. Retour chez nous pour parler de l'art, qu'il s'agit de la broderie faite à la main. La broderie donc faite à la main qui est devenue de plus en plus rare au Sénégal, mais la tradition se transmet de génération en génération sur le marché. C'est un business de luxe. Une seule pièce peut coûter jusqu'à 100 000 francs CFA. Un manquement des brodeuses qui annoncent qu'il est moins qui leur manque, qui freinent donc leur business. Brodé à la main, c'est le sujet de votre rubrique Ateliers et comptoirs, un document signé Issa Tchorogueya. Cheikh Hadi, pas de mécanique à rouler. La main est une véritable machine à broder, une marque de fabrique pour elle. Je brode pour des députés, des ministres et beaucoup d'autres personnalités. Il y a des bureaucrates, des enseignants et des commerçants qui revendent mes productions à l'extérieur. Sans atelier ni comptoir, elle a toujours fait dans le volontariat. À Guédiawaye, elle s'est donné un nom et une réputation. Cela fait plus d'une vingtaine d'années qu'elle brode pour de l'argent et pour former à l'œil celles qui n'ont pas les moyens de s'assurer une formation. Plusieurs générations de brodeuses ont fait leurs aiguilles dans son domicile. Pour des difficultés administratives, j'ai laissé tomber les études. Je suis venue ici apprendre ce métier qui est un art. Je n'ai pas d'école ni de groupement. Je rassemble les jeunes filles du quartier qui ne vont plus à l'école et leur transmets le savoir-faire afin de les positionner par la suite dans des ateliers pour des emplois fixes.
Comme Hadi, Awabas n'a ni d'atelier ni de comptoir. Son savoir-faire est sa seule adresse. Notre rencontre a eu lieu dans les locaux de la chambre de métier de Soumbédioune. Squattée, le temps de notre passage, elle produit des plaids ou jetés de canapés, des chemins de table, des draps et coussins pour des prix qui vont de 3 500 à 100 000 francs CFA, parfois plus. C'est des produits de luxe et des ameublements de maison. Cela fait 15 ans que nous sommes dans la broderie à la main. Ça fait maintenant 15 ans. Au Sénégal, la broderie à la main est un véritable business de luxe. La clientèle est internationale, africaine, mais aussi locale. Wele se voit bien dans sa robe traditionnelle. Cela fait 6 ans qu'elle a pris bonne place chez les clientes de Hadi. 35 000. J'ai payé pour ça 35 000 francs parce que c'est la brodeuse qui a acheté le tissu. Mais si c'est la cliente qui achète le tissu, ça coûte moins cher. Et j'adore ces produits faits à la main. La robe pour enfants coûte entre 5 et 7 000 francs. Pour les adultes, ça varie entre 10 et 15 000. Mes clients viennent aussi d'Abidjan, du Mali, du Burkina, un peu partout. La broderie traditionnelle est une filière au potentiel énorme en termes d'emploi et de gains. Une niche dont la qualité émane de l'habileté. Chaque tenue vestimentaire est une obole de la main et la lingerie de maison est toujours inspirée par un coup d'œil de nature glamour. Mais dans cet art à la fois luxueux et juteux, il y a un défi immense à relever, souligne Hadi et Awabas. C'est la production en quantité et la mise en place d'un cadre institutionnel d'appui à la productivité pour continuer à broder au moyen d'aiguilles et de fils. Elles voient aussi leur avenir dans le partenariat privé. Mes projets, c'est un centre de formation. Également, avoir un bon partenaire pour m'imposer sur les marchés porteurs et bien profiter de ce business. En attendant que tiennent les fils du partenariat pour des ateliers et comptoirs de renom, la broderie traditionnelle sénégalaise continue à garder la main de ce qui fait ailleurs des entreprises ô combien fortunées, car le marché mondial, c'est aussi une affaire de petites aiguilles. Voilà donc pour la rubrique ateliers et comptoirs qui s'intéressait à la broderie à la main, donc traditionnelle au Sénégal. Voilà pour cette information qui vient de nous parvenir relative à l'Assemblée générale élective de l'Union des magistrats du Sénégal. Le juge Souleymane Teliko a été élu président donc de l'UMS à l'issue de l'AG d'aujourd'hui. Il remplace à ce poste à Maguette Diop. Sport afro-basket Bamako 2017, deuxième sortie des Lions ce soir à 20h45. Sénégal-Mozambique, deux équipes qui se sont croisées à maintes reprises. Retour sur leurs différentes confrontations avec Fatoumata Savané. En cette confrontation, le Mozambique n'a battu le Sénégal qu'une seule fois, le 25 septembre 2013, score 77-61. La dernière rencontre remonte à 2015 à Yaoundé. Le Sénégal s'était imposé 86-76. Pour sa 9e participation à une phase finale, l'adversaire du jour du Sénégal a été 3 fois médaillé d'argent et 3 fois 3e dans cette compétition. Le Mozambique a dans son effectif des joueuses talentueuses comme Léa Dong ou encore Annabella Kossa qui pourraient réaliser des performances dans ce tournoi. Elles reviennent dans cette sélection mozambicaine après avoir manqué l'édition 2015 au Cameroun. Le Sénégal reste leader dans ce groupe. Il a infligé une lourde défaite à la Guinée. Les coéquipières d'Aya Traoré vont faire face à une équipe mozambicaine dont certaines joueuses ont pris part à la Coupe du monde féminine FIBA 2014. Sénégal-Mozambique, les Lions vont jouer leur deuxième rencontre de ce tournoi. Voilà donc Fatoumata Savané, le match est prévu à 20h45. Sénégal-Mozambique, c'est donc dans quelques minutes. Notre envoyé spécial Seydina Lundjigo a recueilli l'avis de l'ancien international Mamadou Viondoy qui a apprécié la prestation des Lions lors de leur première sortie. Cela dit, il s'attend à un match difficile ce soir. Nous l'écoutons.
À quelques minutes de la confrontation entre le Sénégal et le Mozambique, nous sommes avec un ancien international de l'équipe nationale masculine de basket, mais qui n'en est pas moins grand connaisseur du basket féminin, du basket en général. Mamadou Ndoye dit vieux. Avec lui, on va décrypter ce qui s'est passé hier. Dites-nous le match Sénégal-Guinée avec à la clé une victoire, on peut dire anecdotique. Ce soir, le Sénégal va rencontrer le Mozambique. Mais revenons d'abord sur ce match entre le Sénégal et la Guinée. Est-ce qu'on peut dire que sur le plan de la tactique ou de la technique, cette équipe a séduit? Oui, je vous remercie. De toute façon, il fallait savoir que le match contre la Guinée allait se solder par une victoire du Sénégal. Maintenant, de quelle manière? Apparemment, si vous regardez le début de match avec les titulaires, le coach il a mis les titulaires. Et puis là, il faut magnifier une chose. Il a bien managé son groupe parce qu'il a fait tourner l'équipe, tout le monde a joué. Et puis pratiquement tout le monde a donné satisfaction. Maintenant, empêcher l'adversaire de jouer et dérouler ses stratégies, c'est ce qu'a fait l'équipe du Sénégal hier. Maintenant, par rapport à aujourd'hui, c'est sûr et certain que c'est une haute paire de manches. Le Mozambique est un pays de basket. Ça, c'est sûr. On le reconnaît. Maintenant, ça ne va pas être facile parce que moi, par rapport à mes calculs, j'ai mis le Mozambique dans les 8 pays qui sont capables de se qualifier. Dans les 8 pays, ça ne va pas être facile parce qu'il y a 8 grosses équipes actuellement, dont le Sénégal, le Mali, le Nigeria, l'Angola, la Tunisie, l'Égypte, Mozambique, Côte d'Ivoire, même Cameroun aussi. Donc 9 équipes. Ce sont de très très bonnes équipes. Maintenant, comme je dis, l'équipe qui sera prête physiquement et qui mettra en place ses stratégies remportera le trophée. Et vu le match d'hier, bon, le Sénégal est en bonne voie pour y arriver. C'est l'assurance d'un afro-basket très relevé. Le Sénégal tiendra-t-il la dragée haute face au Mozambique? La réponse tout à l'heure à la fin de cette partie. Voilà, donc nous serons édifiés à partir de 20h45, l'heure prévue donc pour le match Sénégal-Mozambique. En football, deuxième journée de Premier League. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. L'Union des magistrats du Sénégal attend son nouveau président. L'Assemblée générale élective s'est ouverte ce matin à Saly. Occasion aussi pour les membres de l'UMS de se pencher sur les défis de leur corporation, même si les avancées sont notées ces dernières années. Oblige le marché du mouton à la côte, même si ce n'est pas encore le grand rush à Dakar. Dans les forêts à l'intérieur du pays, l'activité s'intensifie. Nous ferons le point au marché hebdomadaire de Linguère et aux forêts de Missira Waden à Koungheul, qui sont aussi des zones de transit. Convoyeurs et défanqués sont à pied d'œuvre pour approvisionner le marché. La Tabaski fait aussi penser aux belles tenues et pourquoi ne pas revisiter le traditionnel boubou brodé à la main. Même si le business est devenu un luxe, les tenues confectionnées se conservent longtemps, tout comme la tradition de cet art. C'est l'objet de la rubrique Ateliers et comptoirs. En sport afro-basket Bamako 2017, le Sénégal affronte pour sa deuxième sortie le Mozambique ce soir à 20h45. Deux équipes qui se connaissent bien, le rappel de leur confrontation dans cette édition. Nous irons aussi à Bamako pour juger l'état d'esprit des Lions à quelques minutes de la partie. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Je le disais en titre, l'Assemblée générale de l'Union des magistrats du Sénégal se tient depuis ce matin à Saly. Outre l'élection de son nouveau président, la structure se penche sur les défis qui s'opposent à leur profession. De nombreuses avancées ont été enregistrées ces dernières années relatives à leurs conditions de travail, notamment à l'accès des magistrats à la haute hiérarchie. C'est un compte-rendu de René Massiga-Diouf. Entre les acquis professionnels, l'état de satisfaction des doléances et les chantiers de la justice, l'Assemblée générale des magistrats du Sénégal a inscrit plusieurs points à l'ordre du jour. La prise en charge des questions sociales sur fond d'attribution de 220 logements par l'État à des magistrats demandeurs, l'amélioration des conditions de travail sont entre autres acquis notés. L'une des plus grandes avancées étant l'accès d'une 60aine de magistrats à la haute hiérarchie.
Aujourd'hui, les magistrats ont un statut qui leur donne vraiment des garanties sur tous les plans. Et une des mesures phares, c'est évidemment la hors hiérarchie, l'atteinte de la hors hiérarchie alors de 21 à 18 ans. 61 magistrats ont pu accéder à la hors hiérarchie, ce qui est une mesure extraordinaire. C'est une avancée historique. La première idée qu'elle met en exergue, c'est d'inviter les magistrats à assumer leur indépendance, à travailler en toute indépendance et en toute impartialité, sans considération de personne ni d'intérêt. C'est ça la viatique, c'est ça le credo de l'UMS et c'est à cela nous invite notre statut. L'indépendance de la justice est habituellement la question centrale dans les assemblées générales de l'UMS. Celle-ci a enregistré la présence de toute la famille de la justice. Elle a servi de cadre pour magnifier les acquis, notamment sociaux. Dans ce registre, l'État a fait immensément d'efforts destinés à la modernisation des outils de travail. Les mesures que le président a eu à prendre qui confortent les revenus des magistrats, la défiscalisation. Tout cela aussi qui a été salué. Le président Macky Sall a par ailleurs invité le président Kagame à prendre part au prochain forum de Dakar sur la sécurité en Afrique. Le chef de l'État a également admiré le défilé des différentes compagnies militaires du Rwanda. Une ambiance des grands jours qui marque l'entrée en fonction de Paul Kagame pour les 7 prochaines années à la tête du pays des 1000 collines. Voilà, nous ouvrons à présent le chapitre Tabaski. Environ une dizaine de jours nous séparent de l'événement. Dans la région de Dakar, ce n'est pas encore le grand rush dans les forêts, mais les moutons commencent à arriver. Ils proviennent de toutes les localités du pays, et même des pays frontaliers. Nous faisons le point tout de suite avec Maman Moussagnan. Sur la route de la zone industrielle, le forail de Dalifort, camion remorque, car rapide, 2 roues se bousculent. À côté, les troupeaux de moutons sont entassés ou alignés le long de la route goudronnée. Des moutons, il y en a. Ils proviennent de l'intérieur du Sénégal, notamment de la vallée du fleuve Sénégal et des pays frontaliers. C'est la frontière entre Podor et Mauritanie. Depuis combien de temps? Nous, on est venu, ça fait 3 jours. Hein. L'argent, il n'y en a pas. Nous, on a mis au moins 40 moutons, 50 moutons. Ça. Vous venez d'où? Au Mali. C'est de Yélimane. Et vous êtes là depuis combien de jours? On est là, ça fait 2 semaines. Visiblement, au forail de Dalifort, les moutons les plus en vue pour l'heure, ce sont ceux qui sont élevés à Dakar, avec des prix qui varient entre 300 et 700 000. Mais les clients se font désirer. L'année dernière, à la même période, il y avait ici beaucoup de moutons. Cette année, la situation est tout autre. C'est pourquoi les moutons sont chers. Au forail de Djamagen, c'est un désert plat qui nous accueille. Ici, les moutons ne sont pas encore sur place. L'équipe de gestion du forail est en train d'aménager le site pour de meilleures conditions d'accueil des troupeaux et des bergers. Nous sommes en train d'aménager le forail parce qu'il faut de l'électricité, de l'eau, de la sécurité. C'est pour permettre aux éleveurs d'être dans de bonnes conditions. Ils seront là dans 3 ou 4 jours. Le forail de la ville de Mamkoumbalamb, des troupeaux de moutons sont disponibles, mais le gros de la troupe est attendu. Nous avons espoir que les moutons vont bientôt arriver. Ils arrivent, c'est sûr qu'ils seront là. Alors, pourquoi l'arrivée de troupeaux de moutons à Dakar est retardée? Est-ce une stratégie ou une obligation? Des éleveurs tentent de répondre. Un bidon d'eau à 100 francs, un sac d'aliments de bétail à 3000 francs. Si tu le fais pendant 10 jours. De l'indemnité du judicature, la défiscalisation de l'indemnité de logement et toutes ces mesures combinées avec l'octroi de terrain à près de 220 magistrats montrent que le président de la République, Macky Sall, a mis les magistrats dans des conditions pour exercer le travail. À la fin des travaux, un nouveau président de la structure sera élu. Le président sortant est candidat à sa propre succession sous les applaudissements nourris de l'Assemblée. Ousmane Diak, magistrat à la retraite, a eu la reconnaissance méritée de ses jeunes frères pour le rôle actif qu'il joue dans le fonctionnement de l'UMS.
La situation est revenue à la normale à l'hôpital Philippe Maguilène Senghor de Yoff après les inondations causées par les pluies de vendredi. Le service de radiologie a cependant enregistré des dégâts matériels. Le ministre délégué chargé de la restructuration et de la requalification des banlieues a effectué le déplacement pour faire le point. Aminata Mbengofal. Après les inondations causées par les fortes précipitations de ce vendredi à l'hôpital Philippe Maguilène Senghor, la situation est revenue à la normale. Sur place, un important dispositif d'évacuation des eaux a été mis en place. Le ministre délégué chargé de la restructuration et de la requalification des banlieues a effectué le déplacement pour s'enquérir de l'état de la structure. Philippe Maguilène Senghor faisait partie des points bas qui ont depuis des années été frappés par des inondations. Mais depuis 2012, d'importants investissements ont été déjà mis en œuvre ici au niveau de Philippe Maguilène Senghor avec le canal qui a été déjà mis en œuvre. Mais la mise en place aussi d'un canal est assujettie un tout petit peu à un problème de dysfonctionnement parfois que nos techniciens sont en train déjà d'ailleurs de vérifier le dysfonctionnement qui est survenu dans ce canal-là pour l'évacuation des eaux. Mais pour le moment, pour des mesures transitoires, nous avons sollicité aujourd'hui le dispositif des sapeurs-pompiers qui sera un dispositif permanent avec une motopompe de haut débit qui sera là en permanence pour permettre en tout cas d'épargner Philippe Maguilène Senghor de ces inondations qu'on a connues depuis des années. Ces dysfonctionnements du canal ont entraîné un refoulement des eaux vers une partie de l'hôpital. C'est vrai que le temps des inondations a été très court, mais un temps qui n'a pas empêché de causer quelques dégâts qui ont été notés aujourd'hui au niveau de Philippe Maguilène Senghor. Des dégâts qui sont plus enregistrés au service de radiologie de l'hôpital. L'imprimante, l'unité de mammographie, entre autres matériels, n'ont pas échappé à la furie des eaux. L'hôpital Philippe Senghor a été inondé la première fois le 30 juillet. La deuxième fois, c'était le samedi 12 passé et la pluie d'aujourd'hui. Ce qui a occasionné donc comme dégâts, comme vous le savez, beaucoup de dégâts, surtout au niveau du service de radiologie, où on a perdu beaucoup d'appareils, notamment l'appareil de mammographie, l'appareil d'échographie, l'appareil de la radiographie, avec les équipements qui vont avec, c'est-à-dire l'imprimante et aussi les autres appareils qui vont avec. À part ça, c'est les dégâts quand même au niveau de nos bureaux, où on a perdu beaucoup d'archives papier, beaucoup aussi d'équipements, notamment des registres, ont été remis en place. Pendant que d'autres le reste était en train d'être fait, eh bien, il y a eu des saccages. Plus de 147, je pense, bureaux ont été effectivement saccagés. Sur la question des opérations électorales à proprement parler, les retards notés dans la mise en place du matériel sont dus en grande partie par les orages enregistrés la veille. Prochainement, le ministre de l'Intérieur apportera sa version des faits de manière plus officielle. Hier, vendredi, le président de la République Macky Sall a pris part à Kigali à la cérémonie de prestation de serment de son homologue rwandais. Paul Kagame a été réélu au début de ce mois d'août avec plus donc de 98% des suffrages. Il brigue ainsi un troisième mandat de 7 ans et entend inscrire son action dans la continuité pour le développement de son pays. Une dizaine de chefs d'État africains ont assisté à son investiture. Aboubakry Kane. À Kigali, le président de la République a été accueilli par le ministre rwandais de l'économie et des finances. Le chef de l'État est venu prendre part à la cérémonie de prestation de serment de son homologue rwandais. Paul Kagame, réélu le 4 août dernier, avec plus de 98% des voix pour un troisième mandat. Au stade Amahoro de Kigali, les Rwandais se sont fortement mobilisés à l'occasion. Une cérémonie qui a vu également la présence de plusieurs chefs d'État africains, dont le président Macky Sall. Et c'est parce que le pays des 1000 collines et le Sénégal développent une relation de proximité. Le président Kagame, compte tenu des relations qui nous lient, mais aussi des relations diplomatiques entre le Rwanda et le Sénégal, méritait que je sois présent, surtout que nous avons eu une
belle brochette de chefs d'État venus de l'ensemble du continent. Tout le monde était là. La communauté internationale a été bien représentée, puisque le Rwanda, vous savez, a une histoire particulière. Dans son allocution, le président Kagame a décliné son intention de travailler dans la continuité pour le développement de son pays. Il a par ailleurs rendu hommage à l'Afrique et entend justement renforcer sa coopération avec les pays africains. À la tête du Rwanda depuis 23 ans, Paul Kagame a tracé les grandes lignes de ce septennat: équité sociale, investissement dans la recherche et les nouvelles technologies sont entre autres au rang de ses priorités. C'est un pays aussi qui aujourd'hui est sur une bonne lancée, une lancée d'émergence, un pays qui a vraiment développé des politiques inclusives, des politiques d'émergence, le tout bâti sur les valeurs propres du peuple rwandais. Et nous avons aussi assisté à un défilé militaire sobre mais extrêmement bien organisé, une population très disciplinée. Et aussi d'autres matériels qu'on a perdus. Des dégâts qui auront certainement des conséquences au bon fonctionnement du service. Les mesures prises par les autorités vont certainement permettre d'éviter pareille situation. Suite à la sortie du livre blanc sur les manquements dans l'organisation des élections législatives du 30 juillet 2017, rédigé par la coalition gagnante Manko Wattu Sénégal, la direction générale des élections a tenu un point de presse pour apporter des éclairages, de la concertation sur le processus électoral à l'organisation proprement dite. Tanor Tiendela Fall a apporté des réponses techniques, compte rendu Amadou Aramtiam. Un livre blanc de la coalition gagnante Manko Wattu Sénégal pour peindre les dérives électorales, le bras technique qu'est la Direction générale des élections ne peut laisser passer un tel acte sans apporter sa version des faits. Des éclairages d'abord sur les concertations. Nous voudrions préciser que le jeudi 23 février, donc postérieurement, le jeudi 23 février 2007, une réunion pour s'accorder sur le montant de la caution a été tenue pour justement en direction de ces élections fixées au 30 juillet. Une concertation qui est fixée par le code électoral. Le 9 juin 2016, donc postérieurement au référendum, à l'hôtel Ngordiarama, une autre rencontre d'échange a été tenue avec l'ensemble de la classe politique. Du 16 juin au mercredi 3 août, dans cette salle même, donc pendant 45 jours, le comité chargé, n'est-ce pas, de la revue du code électoral, avec l'ensemble de la classe politique, a examiné tous les points qui étaient inscrits à l'ordre du jour pour ce qui concerne les changements à apporter au nouveau code électoral. Des points de repère pour mesurer combien la concertation a été démise dans le processus qui a mené aux législatives. Ensuite, sur la refonte du fichier électoral qui a été élucidé par le président de la République avant son adoption à l'Assemblée nationale. Cette refonte, quand même, qui a connu des difficultés au départ, a quand même connu un succès éclatant parce que à la fin nous avions eu une moisson de plus de 6 200 000 inscrits. Des précisions ont été aussi apportées sur la distribution des cartes d'électeurs. Nous reconnaissons les difficultés et nous avions, avec l'administration territoriale, apporté les orientations qu'il fallait. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous pouvons nous réjouir de 80% de ces cartes qui ont été retirées. Pour le saccage qui y a été noté, le vote à Touba a figuré en bonne place dans les éclairages du directeur général des élections. Quand même, plus de 300 bureaux abris provisoires